LCI Soir, on est parti pour 2 heures ensemble avec ce magnifique plateau pour vous accompagner derrière votre écran. Émilie Zapalski, communicante politique. Bonsoir Émilie. William T, président du think tank Le Millénaire. Merci d'être avec nous. Moustapha Tossa. Vous êtes politologue. Michel Bacaloulis, vous êtes sociologue et maître de conférences en sciences politiques. Alors, je vous posais la question juste avant qu'on démarre. Qui est sur TikTok autour de ce plateau ? On n'a pas tout à fait les uns et les autres l'âge de l'être. Peut-être que c'est votre cas également devant votre écran. Alors on va résumer ce qu'est TikTok parce qu'on en parle pendant quelques minutes. C'est un réseau social essentiellement destiné aux jeunes, mais qui a eu une ascension absolument fulgurante puisqu'il y a 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Alors le problème de TikTok, c'est peut-être qu'il est détenu par une entreprise chinoise. Et vous savez que Donald Trump n'est pas tout à fait le meilleur ami de la Chine. Du coup, aujourd'hui, le président américain a eu ce propos. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. Voilà, on est en ligne avec Guillaume Debré, chef du service News à TF1, ancien correspondant à Washington, auteur d'un livre « Je tweete, donc je suis ». Évidemment, on parle de Donald Trump. Alors pourquoi Donald Trump s'en prend-il à cette plateforme qu'il pourrait finalement utiliser comme un certain Emmanuel Macron, par exemple, en France ? Il l'aurait pu, vous savez, Donald Trump, c'est un fan des réseaux sociaux. Le problème, c'est que TikTok, vous l'avez dit, est détenu par des capitaux chinois. Et Donald Trump, qui n'est pas très bien dans les sondages, n'a qu'une ambition, c'est de transformer les élections de novembre 2020 en un référendum sur la Chine. Pourquoi ? Eh bien parce que les sondages montrent que les Américains détestent de plus en plus la Chine. 73% des Américains pensent que la Chine est devenue soit un ennemi, soit un concurrent de l'Amérique. Et donc, il veut capitaliser sur cette animosité que les Américains commencent à développer pour l'empire du Levant, pour l'empire du milieu. Et donc, il essaye surtout de montrer qu'on ne peut pas faire confiance aux Chinois. Autre raison, dans les sondages qualitatifs, on montre que les Américains ont plus confiance dans Trump pour gérer la question chinoise que son rival Joe Biden. Et comme il est sur la défensive en ce moment avec sa gestion du coronavirus, avec la crispation raciale qu'il y a aux États-Unis, Donald Trump va tout faire pour montrer qu'il peut être fort contre la Chine et essayer de convaincre les Américains de voter pour lui en novembre. Et d'ailleurs, on se souvient, Guillaume, qu'au début, il ne disait pas coronavirus, Donald Trump, il appelait ça le virus chinois d'ailleurs. Mais Emmanuel, il continue à dire le virus chinois. C'est extrêmement important. Et là encore, il y a des sondages qui montrent qu'une grande partie des Américains, à peu près 2/3 des Américains, pensent que les Chinois sont en partie au moins responsables de la diffusion de ce virus. Voilà pourquoi Donald Trump s'en prend à la Chine. Et c'est maintenant une constante dans son discours politique. Vous le voyez, matin, midi et soir, il cible la Chine parce que c'est vrai, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il a transformé la politique étrangère américaine. Il a développé ce qu'il appelle la compétition stratégique, c'est-à-dire d'être dur avec Pékin, alors que l'administration précédente, l'administration Obama, avait fait ce fameux pivot, c'est-à-dire de transformer la politique étrangère américaine et d'être plus conciliant avec la Chine, d'essayer de coopérer, collaborer avec la Chine. Ça n'avait pas apporté des fruits ni économiques ni stratégiques. Et donc le changement stratégique de politique étrangère de Donald Trump, le président veut le capitaliser pour montrer qu'il est le seul capable de résister à la montée en puissance de la Chine. Merci beaucoup pour cette analyse, Guillaume Debré. Émilie, est-ce que vous pensez qu'il va aller jusqu'au bout sur TikTok ou est-ce qu'on est dans une opération de communication ? On sait que parfois il a reculé. En tout cas, le coup de poing en termes de communication, il est là, il est déjà fait. Donc, quelque part, il est allé jusqu'au bout de sa démarche de communication, de dire, il y a un ennemi, c'est la Chine, il y a un protecteur, c'est moi, et je vais vous protéger, chers Américains, des espions chinois qui pourraient s'infiltrer sur TikTok, éventuellement. Donc, sa communication est allée jusqu'au bout. Après, ils ont des moyens, quand même. Par décret, ils peuvent empêcher l'application d'être disponible sur les stores américains, ou alors il peut pousser, et ça a été déjà fait pour d'autres
autre plateforme, je crois qu'il y a un groupe hôtelier comme ça qui était chinois, qui a dû vendre ses parts à une plateforme américaine pour que ça reste... Donc c'est double objectif, c'est-à-dire moi je vous protège de la Chine et je protège tout court les États-Unis des éventuelles invasions d'espions étrangers. Moustapha Tossar. Oui, c'est vrai que si jamais Donald Trump va jusqu'au bout, comme il est parti jusqu'au bout avec la 5G, avec la société Avec Huawei, bien sûr. donc s'il va jusqu'au bout, il finira par l'interdire. Alors en ce moment, je crois ce qu'il faut dire, c'est que sans la Covid-19, Donald Trump était assuré d'avoir un second mandat. Et s'il a autant de difficultés aujourd'hui à imaginer un second mandat, c'est à cause de la Covid-19 qui a complètement abîmé son bilan économique, son bilan politique aussi. Et il est en train de chercher un responsable sur lequel il met toute cette culpabilité. Alors il y a la critique, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler la responsabilité criminelle internationale, parce que c'est un enjeu majeur. Si demain la Chine est reconnue officiellement comme celle qui a mal vendu l'anticipation sur le coronavirus, elle sera obligée devant la communauté internationale à donner des dommages et intérêts et à payer la facture de l'économie mondiale. Donc il n'y a pas que la compétition entre l'Amérique et la Chine, il y a toute une responsabilité de la Chine sur l'économie mondiale. Mais TikTok, Huawei, ça fait un peu grosse ficelle, non, quand même, au bout d'un moment, non ? Oui, effectivement, mais il y a un effet d'annonce qui est tout à fait incontestable. Après, il y a deux ressorts argumentaires dans le positionnement de Trump. D'abord, c'est l'idée qu'il s'agit de se battre pour la sécurité nationale du pays, un argument tout à fait sensible auprès de l'électorat, surtout lorsqu'il s'agit en quelque sorte de maîtriser les données personnelles qui peuvent être usurpées TikTok a dit, par le gouvernement. On vous ouvre notre algorithme, vous allez voir, il n'y a pas d'espionnage. Oui, effectivement, mais après, il y a un effet de méfiance qu'il peut exister ou pas. Et le deuxième argument, c'est l'idée que là, il y a une énorme concentration capitalistique dans la nouvelle économie, ce qu'on appelle l'économie en ligne. Et cette extrême concentration capitalistique concerne aujourd'hui les nouveaux médias. Et les Chinois, avec TikTok, qui a une explosion en quelque sorte de sa capacité de se développer, montrent que non seulement sont capables de copier les inventions qui existent ou qui viennent de Silicon Valley et des États-Unis en général, mais en même temps d'innover. Et là-dessus, évidemment, il y a une concurrence géopolitique sur l'hégémonie mondiale des nouvelles technologies. Et là, il montre qu'il s'agit de défendre en quelque sorte le côté américain contre l'ennemi, entre guillemets, chinois. Géopolitique et commercial, bien sûr. Est-ce qu'il ne risque pas de s'aliéner une partie de la jeunesse ? Ou alors est-ce qu'on peut se dire c'est un donné pour un rendu ? Parce qu'on sait qu'en Chine, il y a pas mal de réseaux sociaux américains qui ne fonctionnent pas. Hein. Tactiquement, en fait, la jeunesse, de toute façon, je vais être cruel, hein, mais je pense qu'il s'en fout, parce qu'il sait qu'il votera pas pour lui. Pas pour Trump, oui. Donc ça, c'est pas son affaire. Et puis c'est l'électorat qui vote le moins, de toute façon, que ce soit en France ou aux États-Unis. En fait, Donald Trump, ce qu'il veut faire depuis 2016 et même avant son entrée de campagne, c'est mener une guerre complète contre la Chine à tous les niveaux, au niveau culturel, diplomatique, militaire et économique. Son but, c'est de rendre la grandeur aux États-Unis. Quel est le seul pays capable de concurrencer les États-Unis sur les 30 prochaines années ? Ce qu'on a vu en Chine avec le congrès du Parti communiste, c'est qu'ils ont donné un mandat absolu à Xi Jinping pour faire de la Chine le premier pays du monde avant 2049. Le but de Trump et de l'administration plutôt conservatrice, notamment Trump et Mike Pence, c'est de contrer cette hégémonie et d'une part pour assurer l'intérêt, notamment en termes de politique publique, la domination américaine, mais également un intérêt électoral. Parce que si on part sur l'élection de 2016, si l'élection part sur le côté sociétal, notamment inégalité raciale, et le côté santé, Trump perdait face à Hillary Clinton. Là où il gagne, c'est sur l'économie et sur la grandeur des États-Unis. Et en fait, il veut changer le débat, passer du Covid-19 et de ce qu'on a vu, Black Lives Matter, à grandeur des États-Unis, et c'est moi le maître de l'économie parce que la ligne de Biden est totalement floue. Et puis, comme vous l'avez souligné, les sondages qualitatifs montrent en gros qu'il n'a aucune stratégie et qu'il va reprendre la politique de Barack Obama. Et c'est là où on voit véritablement les différences entre le Parti démocrate et le Parti républicain. On a le plaisir d'être en ligne avec Antoine Bondas. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialisé en politique étrangère et en sécurité de la Chine. Alors ça tombe bien, vous venez d'entendre ce qui s'est dit sur le plateau. C'est quoi ? En arrière-fond, c'est les nouvelles routes de la soie face à Donald Trump et son Make America Great Again, c'est ça ? Alors, je pense qu'il faut quand même recontextualiser un petit peu, notamment le débat aux États-Unis, et que vous soyez aujourd'hui conservateur ou libéral, républicain ou démocrate, la Chine est l'objet principal des discussions
en termes de politique étrangère, et il ne faudrait pas penser que les démocrates, par exemple, sur la question chinoise, seraient beaucoup plus modérés que l'administration Trump. Ce qui se passe depuis plusieurs années, et ça a été rappelé juste avant, c'est que les États-Unis, et notamment l'administration Trump, considèrent que la Chine représente une menace de plus en plus importante. Or, cette menace, elle n'est plus seulement militaire, elle est aussi économique, technologique, voire même sociétale. Et TikTok, comme Huawei, s'inscrivent en réalité dans cette compétition accrue entre les États-Unis et la Chine. Alors, l'explication principale donnée par l'administration Trump, c'est le risque de transfert de données des citoyens américains vers la Chine. Il faut quand même rappeler que TikTok a été téléchargé plus de 130 millions de fois aux États-Unis, qu'il y a 80 millions d'utilisateurs pas tous les mois de cette application et que vous avez 60% de 15-24 ans qui l'utilisent. Or, le principal problème et l'inquiétude de la part de l'administration américaine, c'est que TikTok reste une société chinoise puisqu'elle est une filiale de ByteDance, qui est une grande société dans les nouvelles technologies chinoises, et que depuis 2017, la loi sur l'Internet et notamment la sécurité en ligne oblige les entreprises chinoises à fournir des données si les autorités politiques chinoises leur demandent. Et l'inquiétude aux États-Unis aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des données, et notamment des données des plus jeunes, ne soient transférées vers la Chine. Mais encore une fois, vous avez raison, ça s'inscrit également dans un cadre plus large qui est cette opposition entre la Chine et les États-Unis et qui est le cadre de cette campagne présidentielle dans laquelle les États-Unis et l'administration Trump ont décidé de taper de plus en plus fort sur la Chine. Alors d'ailleurs, TikTok est peut-être victime de son succès ou de son origine nationale, puisque c'est pas le seul pays qui peut interdire, et c'est le cas également du voisin indien. Exactement. Vous avez 500 millions de téléchargements de TikTok. C'est le premier marché pour l'application. Les États-Unis sont le second. C'est à peu près un demi-milliard de revenus pour TikTok. Mais encore une fois, sur le plan plus large, l'administration Trump, depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois, montre ses muscles face à la Chine et multiplie les sanctions, que ce soit sur la question des droits de l'homme au Xinjiang, sur la question de Hong Kong, sur la question des nouvelles technologies, ce qui se passe avec Huawei, ce qui se passe avec TikTok, et évidemment, encore une fois, à réinscrire dans les inquiétudes américaines face à la Chine et dans le manque de confiance, que ce soit en Chine, mais aussi dans de nombreux autres pays, dans ces applications chinoises, alors même qu'il faut le rappeler, l'ensemble des réseaux sociaux américains sont interdits en Chine. Vous ne pouvez pas accéder à Instagram, à Facebook, sauf si vous utilisez un VPN, mais encore une fois, normalement, c'est illégal d'utiliser un VPN en Chine. Merci infiniment Antoine Bondas pour cette analyse parfaitement limpide. C'est intéressant parce qu'on voit bien que la software est devenue un élément majeur de géostratégie. On est en plein là-dedans. Oui, et pour souligner, juste une petite phrase pour souligner à quel point la tension actuellement entre la Chine et les États-Unis est à son comble. Mike Pompeo, qui est le patron du Quai d'Orsay américain, et quand il parle du président chinois, il parle du chef du Parti communiste. Il ne lui donne même pas cette qualité de président chinois. Donc tout ça pour vous dire que l'État profond américain a identifié la Chine comme un principal concurrent qu'il faut abattre sur le plan économique et stratégique. C'est probablement très exagéré, c'est vraiment un accent très fort de la Chine, c'est notre ennemi. Mais moi, j'ai envie de dire, en Union européenne, peut-être que nous, on se méfie peut-être pas assez. Alors, peut-être pas méfiance, mais en tout cas, d'essayer d'être à égal dans nos relations commerciales avec la Chine. Et on voit qu'on y vient un tout petit peu, mais on y vient très timidement. Donc, c'est pas du tout pour critiquer Emmanuel Macron sur TikTok, parce que ça n'a rien à voir, je pense, là-dessus. Mais en tout cas, dans nos pratiques commerciales, on se laisse imposer à la Chine beaucoup de choses qu'on ne lui impose pas. Donc, peut-être qu'aux États-Unis, c'est exacerbé. Mais peut-être qu'en Union européenne, on devrait y penser un petit peu plus. Non, mais c'est parce qu'on est considéré par les deux grands partis, la Chine et les États-Unis, comme le ventre mou du monde. Alors, mais on n'est pas obligé de rester inactif non plus. Non, mais en fait, ce qu'a montré la crise du coronavirus, c'est le déclin de l'Occident et l'avènement de l'Asie. Les pays qui s'en sont mieux sortis, c'est la Chine, le Japon, Taïwan et les pays d'Est asiatique. Ils ont montré leur domination intellectuelle, leur domination notamment civilisationnelle dans la manière de gérer le conflit, parce qu'ils ont eu l'expérience du SRAS. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Trump est menacé, à la fois électoralement, mais surtout politiquement, parce qu'il est quand même président des États-Unis, et le nationalisme chez eux, c'est quand même quelque chose, notamment qui est beaucoup plus marqué que chez nous. Et en fait, on va assister pendant 30 ans à une guerre complète, mais qui a déjà commencé même depuis quelques années, entre la Chine et les États-Unis. Et sur TikTok,
Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils veulent assurer la domination américaine et notamment des GAFA. Parce que les seules entreprises capables de concurrencer les entreprises américaines, ce sont les entreprises chinoises. Nous, les entreprises françaises ou européennes, ça n'existe complètement pas. Et le drame, c'est qu'on est en train de complètement de sortir de l'histoire. Alors que pendant 1000 ans, la France a à peu près dominé le monde, en tout cas fait partie des 5 plus grands pays. On nous reconnaissait pour les Lumières, nos philosophes, nos grandes réalisations, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. On est en train de complètement de sortir de l'histoire. Donc notre objectif, et je pense que ça va être l'enjeu notamment européen, c'est notre capacité à se réinsérer et de ne pas regarder mélancoliquement la réussite des autres et à féliciter les réussites de Facebook, les réussites chinoises ou les réussites indiennes. Et sinon, on va complètement sortir de l'histoire. L'enjeu européen. Quand, par exemple, des hommes comme Emmanuel Macron insistent sur la nécessité de construire une force européenne pour exister auprès des géants comme les États-Unis, la Chine et la Russie, c'est pas pour rien. D'ailleurs, le président Macron, il reçoit rarement le président chinois tout seul. Hein. Il est toujours accompagné d'Angela Merkel pour dire que tout seul, je ne peux pas compter, mais ensemble, on peut faire quelque chose. Et Emmanuel Macron est sur TikTok, ce qui effectivement n'est pas un signe politique. Restez avec nous, on revient dans une poignée de secondes. On abordera ce que l'OMS a qualifié aujourd'hui d'épidémie du siècle, une épidémie qui durera très longtemps. On va faire un point qui est devenu quasi quotidien sur notre antenne pour savoir précisément où on est, s'il y a une deuxième vague, s'il faut s'en inquiéter, et puis aussi si les enfants sont plus contaminateurs qu'il n'y paraît. À tout de suite. LCI Soir de retour. On va écouter et on va sans doute commenter longuement cette phrase aujourd'hui de l'OMS qui a un résumé extrêmement fort de l'épidémie de coronavirus. The pandemic is a once-in-a-century health crisis, the effects of which will be felt for decades to come. Alors, on ne sait pas d'ailleurs si le directeur général de l'OMS parle des effets économiques. En tout cas, il la qualifie, cette pandémie, de pandémie du siècle. On en parlait pendant la publicité. On se rappelle effectivement qu'il y a un siècle, on a eu la grippe espagnole qui a fait des dizaines de millions de morts. Est-ce qu'on est dans une forme d'exagération? Alors évidemment, il y a déjà 6 millions de décès, ce qui est absolument vertigineux, mais pandémie du siècle. L'OMS et particulièrement son directeur ont quelque chose à se faire pardonner en ce moment. Parce qu'au début de la crise, on leur a reproché de ne pas avoir suffisamment alerté l'opinion internationale sur la gravité de la chose. Et comme le phénomène est parti de Chine, on les a accusés d'être un peu complices avec la direction chinoise dans la gestion de cette affaire. Donc, maintenant qu'ils prennent la parole, ils veulent absolument faire oublier cet épisode. Mais il faut lire un petit peu ce qu'il a dit après. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a une certitude, c'est la plus grande, mais aussi il y a une incertitude en disant probablement va être de longue durée. Donc il y a beaucoup ils sont dans une logique de dire quelque chose pour ne pas se faire attraper une deuxième fois, ou un procès d'incompétence ou un procès de complicité avec la Chine. Donc ce patron de l'OMS, moi je mettrais beaucoup plus ce qu'il dit dans le cadre d'une session de rattrapage qui pourrait être teintée de langue de bois, comme ça gratuite, que pour une vraie analyse médicale de la situation actuelle. En tout cas, ça fonctionne sur moi puisque j'ai dit 6 millions de morts au lieu de 600 000, mais vous aurez rectifié de vous-même. Émilie. Oui, moi j'ai l'impression que c'est une lapalissade, parce que qu'on nous dise que c'est une épidémie longue, je pense qu'on s'en est tous rendu compte, puisque on est sorti du confinement, en tout cas en France, on a pensé qu'on en était sorti là au mois de juin. On voit que ça reprend, même si ça reprend pas à la même hauteur qu'en février et mars, mais on voit que ça reprend et que c'est là finalement. Le virus, il est là. On voit qu'en réanimation, ça commence un peu à réaugmenter. Donc que ça soit long, on peut l'imaginer. Et si c'est dans le sens aussi de la récession, de l'impact que ça a sur le niveau, sur le social et l'économique, on s'en rend peut-être pas encore compte complètement. Peut-être des gens qui n'ont pas eu de travail pendant ce temps-là, on en parlait, des CDD qui ne sont pas faits ou des emplois qui ne sont pas faits au moment du confinement. Mais forcément que ça va être long. Et peut-être que en ça, l'épidémie du siècle, c'est vrai qu'on revient sur des chiffres de 1945 plutôt en termes économiques. On n'avait jamais vu ça, la baisse du PIB à ce point. Donc là, pour le coup, oui, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un siècle. William. Sur le nombre de morts, ce sera
vraisemblablement pas l'épidémie la plus importante. Là où c'est l'épidémie la plus importante du siècle, c'est les conséquences au niveau global, économique, social. Au niveau global, je l'ai dit tout à l'heure, on assiste à l'avènement de l'Asie et notamment de la Chine qui va probablement devenir la première puissance mondiale dans les 10 prochaines années ou 20 prochaines années. Au niveau géopolitique, ça a complètement basculé. Avant, c'était globalement l'Occident, l'Europe et les États-Unis qui dominaient le monde et qui géraient les affaires du monde. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans la Chine, la Russie, notamment quand on voit la gestion de la crise iranienne. Ensuite, d'un point de vue économique, aujourd'hui, on vit une récession qui est sans précédent. La récession de 2008, aujourd'hui, apparaît comme une simple période. Là, globalement, on va arriver sur... il faudra à peu près entre 3 et 5 ans pour revenir au niveau de production d'avant-crise. Globalement, on vit sur une récession à 2 chiffres qu'on n'a pas vue depuis 1945, depuis en gros la Seconde Guerre mondiale. Mais là où c'est encore plus important, c'est que ça touche tous les pays globalement. La Seconde Guerre mondiale touchait certains pays, notamment les pays acteurs du conflit. Et au niveau social, c'est là où c'est aussi important, c'est que le confinement a notamment a modifié les rapports qu'on a avec le travail. Globalement, le travail, c'était on se rend dans un lieu et puis on travaille dans ce lieu. Mais est-ce qu'on n'aura pas des nouvelles mutations, notamment pour les cadres, à travers des nouvelles formes de travail, comme le télétravail, etc. Je pense que c'est globalement, c'est pour ça où il a raison de le dire, c'est la crise la plus importante du siècle. Michel Vaccalulis, en tant que sociologue, effectivement, ça modifie la structure de la société. Oui, effectivement, mais il faut prendre de telles déclarations avec des pincettes. D'abord parce que, comme vient d'être évoqué, au début, il y avait une minimisation de l'impact de la crise. On discutait si c'était une pandémie ou pas. Donc, une sous-estimation des effets. Et maintenant, évidemment, on ne peut pas avec certitude se prononcer sur les effets à moyen et à long terme. On sait d'emblée qu'il y a une très grande crise économique. Au début, on croyait que c'était une sorte de V, c'est-à-dire ça va chuter brutalement et puis très vite, la machine économique va se mettre en avant pour rattraper en quelque sorte ce qui a été perdu. On sait aujourd'hui que ce ne sera pas le cas, que même l'année 2021, voire 2022, on ne va pas réussir à rattraper ce qu'on a perdu déjà, parce qu'il y a toute une série de mutations économiques. Je pense au tourisme, je pense aux effets cumulatifs du télétravail et des nouvelles technologies, comment ça va impacter et réorganiser l'économie et dans quelle mesure les services qui se trouvent aujourd'hui impactés, parce que c'est le relationnel qui empêche d'avoir une augmentation des échanges, dans quelle mesure tout cela va très vite se remettre dans le flot pour avoir une croissance et retrouver la croissance de pré-Covid. Après, évidemment, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, il y a une répartition des cartes au niveau géopolitique. C'est vrai que le monde asiatique ressort déjà renforcé par la crise sanitaire. Il suffit de voir aujourd'hui le nombre des morts. Et puis, évidemment, il y a d'autres conséquences qu'on ne peut pas prévoir dès maintenant, étant donné qu'on est dans l'incertitude s'il y aura une deuxième vague, combien de temps ça va durer, est-ce qu'on va trouver une sorte de remède, un vaccin, et si ce vaccin sera efficace. Voilà. Donc, il y a toute une série d'incertitudes qui font qu'on ne peut pas prévoir exactement quel sera le contour les effets à moyen et à long terme de la crise sanitaire. Et on ne peut rien prévoir, effectivement, mais on va tenter de parler de cette seconde vague qui est dans tous les esprits, qui est dans l'imaginaire collectif. Et on vous remercie d'être en ligne avec nous, Dr Rafik Masmoudi. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou. Avant de vous poser la première question, simplement les derniers chiffres du nombre de contaminations en France. On a vu que le dernier chiffre dont on dispose, il date d'hier soir, il est de 1346 nouveaux cas en 24 heures. C'est beaucoup. On a dépassé les 1000 cas. En revanche, sur les réanimations, ce qui évidemment sont les cas les plus graves, on se rend compte qu'on a eu une frayeur le jeudi 30 juillet avec un solde positif de 1 malade supplémentaire et puis hier, un solde négatif de 10 malades. Ce qui nous donne à penser que la contamination, le virus continue évidemment à se transmettre, mais qu'en bout de chaîne, dans les réanimations, il n'y a évidemment pas autant de malades qu'au mois d'avril, par exemple. Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que le nombre de contaminations augmente. Ça, c'est un fait. Le nombre de clusters aussi, de foyers augmente. Et surtout les foyers intrafamiliaux et aussi hospitaliers qui commencent à apparaître. C'est vrai que c'est vrai qu'on a un solde négatif, mais en même temps, c'est la première fois qu'on a des nouveaux malades qui rentrent en réanimation. Donc,
À peu près, sur l'île de France, il y a plus de 30 patients qui sont admis en réanimation. Donc, on voit les nouveaux malades arriver. C'est vrai que le solde négatif, ça ne veut rien dire. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a des nouveaux malades arrivent. C'est que, comme vous venez de le dire, l'épidémie, elle est toujours là, elle n'a jamais disparu. Mais on voit que, c'est à peu près, je dirais, proportionnel. Plus il y a le nombre de contaminations, plus il y a le nombre de cas graves. Donc, c'est pour ça que 1300 cas comme ça fait beaucoup. Donc, on est parti de 300, on est passé 1000, là, on est à 1300 et quelques. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut rester vigilant. On n'est pas encore, voilà, moi, je ne veux pas parler de la deuxième vague, mais en tout cas, il y a des signes qui nous disent il faut faire attention, il faut être vigilant, il faut se préparer. Et il ne faut pas dire c'est rien, allez, c'est pas grave, ça va passer, on a un solde négatif, on va vivre comme avant. Non, il faut adopter les mesures barrières et le port de masque. Donc, il faut continuer sur cette même logique. Alors, on va parler dans un instant du port du masque. Juste cette carte que j'imagine vous scrutez chaque jour, la fameuse carte du taux de reproduction, parce qu'elle peut faire peur dans un certain nombre de cas. On voit qu'en dehors de la Normandie, en gros, on est au-dessus du taux de reproduction de 1, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'une personne contaminée va contaminer à son tour. C'est ça qui vous inquiète aujourd'hui? Est-ce qu'on s'inquiète trop ou est-ce qu'on ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer? Non, on s'inquiète. Non, c'est pas qu'on s'inquiète trop. On est prévoyant. Hein. Au début de la première vague, on nous a reproché, à nous, et aussi on a reproché au gouvernement de ne pas agir assez vite et de ne pas être prévoyant. Là, je pense que c'est le R dépasse le 1. On est arrivé jusqu'à 2,6 à une certaine période. Quand même, c'est un R qui est très élevé. Donc là, il est à 1,4, 1,5, ça dépend des régions. Donc, ça veut dire que pour 10 malades, il y a 15 malades qui sont contaminés. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à l'évolution exponentielle qu'on a vue au mois de février. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux prévenir, que je répète, il faut vraiment faire attention. Le virus est parmi nous, il fait son chemin tranquillement. Et nous, on est là pour éviter cette propagation de la contamination, pour éviter la deuxième vague. Et on fait tout pour que cette deuxième vague n'arrive pas. Dernière question, docteur, puisque vous êtes précisément dans un service d'urgence là en ce moment. Vous avez de meilleurs moyens aussi peut-être pour soigner les personnes qui arrivent chez vous. On se souvient à quel point les services d'urgence étaient complètement débordés au début de l'épidémie. Oui, tout à fait. Là, on est préparé, on connaît mieux le virus, malgré qu'il y a toujours des choses qui arrivent tous les jours avec ce virus-là. Hein. Il y a toujours des études nouvelles qui sortent, qui nous mettent un peu en difficulté. Mais en tout cas, on sait le soigner, le personnel il est mieux formé. Dans les services d'urgence, surtout dans les services de réanimation, il y a plusieurs soignants qui ont été formés si en cas d'afflux de patients, donc ils peuvent gérer ce genre de patients. Donc, on est prêt, le matériel est présent. C'est vrai que c'est une période de vacances, il y a moins de personnel, mais en tout cas, pour le moment, on est prêt et c'est pas qu'on attend, mais en tout cas, on est vigilant et c'est pour ça, je pense que l'hôpital et le système sanitaire complet ne fera rien du tout si on n'est pas tous ensemble. C'est-à-dire ça dépend, c'est une responsabilité immédiate, j'insiste sur le mot immédiat, qui est collective et individuelle. Merci infiniment, docteur, et on vous souhaite une bonne garde de nuit si vous êtes sur le point de la faire. Vous parliez du masque il y a un instant. Aujourd'hui, Olivier Véran, le ministre de la Santé, accorde au préfet le droit d'imposer le masque dans certains lieux extérieurs pour limiter, vous le voyez, la circulation du Covid-19. Ils pourront, par arrêté, étendre l'obligation du port du masque aux lieux publics ouverts. Et d'ailleurs, vous allez voir sur cette carte de France que pas mal de communes sont déjà en train de basculer sur... alors, on ne les détaille pas toutes, vous les voyez sur cette carte, sur cette obligation de porter le masque à l'extérieur. On va écouter un préfet, on en a pris un, non pas au hasard, mais parce qu'il a parlé aujourd'hui dans une grande ville de France, en l'occurrence celle de Lille, le préfet du Nord. Il y a des endroits, je vais vous les énumérer, dans la métropole européenne de Lille, où le port du masque
sera obligatoire. Nous passons de la suggestion insistante à l'imposition impérative. C'est intéressant cette terminologie. Nous passons de la suggestion insistante à l'obligation. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on va peut-être basculer vers ça. Oui, c'est vrai. Et moi, je me rappelle maintenant tout le chemin parcouru pour ce masque qui devient, ou qui est devenu, une espèce d'icône cauchemardesque pour le gouvernement. On est parti du masque qui ne sert à rien, il faut uniquement le laisser pour les personnels hospitaliers. À maintenant, il faut le rendre obligatoire dans les espaces publics. Quel chemin on a parcouru entre ces deux séquences, ces deux parenthèses. Moi, je suis un petit peu, en tant que journaliste, ces questions. Alors, à part les gestes barrières, le masque et la distance sociale, on manque de certitude sur cette maladie, comment elle se transmet. Et on entend tout et son contraire. Et c'est là où je dis que l'OMS, par exemple, en tant qu'autorité médicale et sanitaire, et les spécialistes de ces questions, n'ont pas réussi à fournir des certitudes pour une opinion qui est un petit peu déstabilisée par cette angoisse. Donc jusqu'à présent, on nage vraiment dans le mystère. À part ces trois éléments-là, qui sont presque devenus des éléments de langage et de comportement social, il n'y a pas de certitude sur cette histoire. Est-ce que parler de la deuxième vague, je ne fais aucun cynisme, n'est pas une façon de faire en sorte qu'elle n'arrive pas, c'est-à-dire de maintenir les esprits en éveil en permanence pour qu'elle n'arrive pas à la fin, Émilie? Oui, mais alors quand vous dites, qui parle de la deuxième vague? Parce que finalement... Les médias, les hommes politiques, tout le monde d'ailleurs. Oui, mais pas officiellement. La parole gouvernementale, comme on l'a eu avant le confinement, pendant le confinement et après, avec un point régulier, quotidien, avec Jérôme Solomon, directeur général de la santé, le Premier ministre, qui officiellement donnait les chiffres internationaux, nationaux, la situation, les précautions à prendre. On n'a plus tout ça. Et en fait, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est les médias, c'est les médecins comme le docteur Rafik Masmoudi qui nous disent attention, prudence. Ils veulent pas parler de la deuxième vague parce que c'est impressionnant, mais on sent bien qu'ils sont là. Et ils sont même de plus en plus là. Allez voir au fur et à mesure de semaine en semaine, on sent qu'ils sont de plus en plus près. Et pourtant, c'est les congés, c'est la fatigue, c'est tout ça, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une parole un petit peu plus claire, cohérente, qui puisse être réinstaurée. Parce qu'on a entendu Olivier Véran dire je recommande le masque moi personnellement, mais c'est parce qu'on lui demande personnellement comme ministre. Et après, donner au préfet l'ordre. Et juste pour revenir sur les préfets, on est quand même dans un retournement aussi de situation énorme, parce qu'il y a quelques mois, quand les maires décidaient de mettre masque obligatoire dans leur ville, on leur disait non, on retoquait leur décision au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc est-ce que c'est l'ère Jean Castex qui fait qu'on libère un petit peu ce type d'expérimentation territoriale? Très bien, mais... C'est la revanche du territoire. Oui, mais il me semble qu'il faut pas oublier... En fait, on a l'impression que c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'on lâche au territoire les décisions qui pourraient être prises au niveau national. Qu'est-ce qu'on fait quand on passe d'un département à l'autre? Comment ça va être clair? Est-ce que je sais quand je vais en vacances, quand je dois mettre le masque, quand je dois pas, si je l'ai pas? J'ai l'impression qu'il faut toujours avoir une cohérence entre les deux types de décisions, d'autant plus que, si j'ai bien compris, les amendes ne sont pas pareilles si c'est au niveau préfet et maire que c'est décidé que si c'est au niveau national. Elles sont beaucoup plus importantes si c'est au niveau national, donc un petit peu plus impressionnante quand on ne fait pas ce qu'il faut. William. Oui, dans ce qu'on attend, en fait, c'est un discours de vérité. Le discours de vérité est le suivant, c'est qu'en fait, on a l'hypothèse d'une deuxième vague tant qu'on n'aura pas trouvé de vaccin. C'est ça le discours de vérité. Et le discours de vérité, il s'agit de dire de toute façon, vous êtes obligé de respecter les gestes barrières, pas uniquement pour vous, parce que les personnes sont assujetties différemment par rapport au virus. C'est vous êtes soumis aux gestes barrières pour sauver les autres, pour sauver votre mère, pour sauver votre grand-mère. Il faut marquer la tonalité dessus. Il faut également augmenter le nombre de tests et également voir, parce qu'il y a pas mal de nouveaux moyens qui sont en train d'être mis en place pour à la fois avoir plus de tests et avoir des résultats plus rapidement. Et puis ensuite, il faut s'inspirer de ce qu'a fait l'Allemagne, c'est-à-dire augmenter notre nombre de lits de réanimation pour éviter tous les reconfinements partiels ou reconfinements complets qui seraient une véritable catastrophe. Je pense que le gouvernement sera jugé dessus. Leur objectif, c'est pas de... S'il y a quelques morts, on conçoit qu'en fait c'est tout à fait possible. Ce qu'on jugera au gouvernement, c'est de ne pas donner aux Français et aux services publics les moyens de combattre efficacement le virus. En tout cas, le ton est plus comminatoire qu'il y a quelques jours.
De toute façon, les couacs de communication et le brouillage de la perception par rapport à des messages contradictoires, non seulement des pouvoirs publics, mais y compris des scientifiques, des médecins, sont innombrables. Voilà. Et moi, je pense que les gens, d'une certaine manière, la capacité de résister à tout cela et de montrer une résilience par rapport à la capacité d'adopter les mesures barrières est quand même extraordinaire, parce que si on revient au mois de janvier, au mois de février, qu'est-ce qu'on disait? Que les Français, de toute façon, ne peuvent jamais porter de masque parce que c'est les Asiatiques qui ont l'habitude culturelle de le faire. Les Français, comme les Italiens, comme les Grecs ou les Espagnols, ne peuvent pas le faire. Or, la réalité était exactement le contraire. Et aujourd'hui, on parle d'une éventuelle deuxième vague, peut-être, on ne sait pas, il y a un point d'interrogation. Mais deuxième vague, ça signifie qu'on est déjà sorti de la première et peut-être on risque une deuxième. C'est effectivement le cas pour le niveau national. Mais si on voit au niveau mondial, il y a tous les jours à peu près 300 000 cas nouveaux dans le monde. C'est un record. Il y a un peu plus de 6 000 morts par jour dans le monde. Et il y a une augmentation des cas, y compris dans des pays qui jusqu'ici relativement étaient préservés. Par exemple, dans des pays balkaniques, si vous prenez la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, même la Grèce, qui avait une capacité extraordinaire, il y a très peu de contamination. Le nombre de cas aujourd'hui a triplé depuis 4-5 jours. Donc il y a une montée des cas de contamination, et là-dessus, évidemment, la seule réponse, c'est d'avoir des mesures de confinement, entre guillemets, plus dures, des gestes barrières. Mais il s'agit de faire pas un confinement total comme autrefois, parce que la raison pour laquelle on a fait ce confinement total, c'était le manque de moyens, manque de tests, manque de masques, et cette culture de la protection que nous avons peut-être plus aujourd'hui par rapport au passé, mais je ne pense pas suffisamment. Et là, l'exemple par rapport à l'Allemagne, qui a 3 fois plus de lits de réanimation. 4 fois même. 4 fois, voilà, en tout cas, beaucoup plus qu'en France, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est difficile de rattraper dans un laps de temps très court du fait que nous avons des tâches non remplies du passé qui sont difficilement rattrapables dans un laps de temps très court. Moustapha Tossa, Oui, pour conclure. Je crois que la deuxième vague, elle est conditionnée aussi par un seuil statistique. Ce sont le nombre d'admissions hospitalières, justement pour organiser éventuellement la parole gouvernementale. Mais moi, je reste un peu... Je suis pas si optimiste que ça sur le port des masques, parce que le port des masques, il suffit de prendre les transports publics, il suffit de se balader dans des endroits même clos où on voit des gens qui ne le portent pas si efficacement que ça. Parce qu'un masque qui est sur le bras, ou un masque qui est sur le cou, ou un masque qui est uniquement sur la bouche, ce n'est pas porter un masque, c'est faire semblant, c'est se donner cette impression de porter le masque. Donc la discipline n'est pas si respectée que ça, et que peut-être les amendes vont être un facteur dissuasif pour obliger les gens. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui portent avec responsabilité les masques, mais il y a d'autres qui font semblant. Oui, moi, je dirais majoritairement quand même des gens qui portent le masque et qui font bien. La discipline se relâchait, mais en tout cas, si on voit le chemin parcouru, c'est quand même extraordinaire, alors qu'au début, on disait que les Français, culturellement, sont inaptes de porter un masque. Mais quand les directives et les consignes sont claires, je pense que les Français sont responsables, intelligents et font ce qu'il faut. C'est tout. C'est juste une question de clarté de la communication, de précaution. Allez, on quitte ce débat quelques instants pour aller vers le débat qui est devenu connexe, de toute façon, qui est un débat économique, avec les chiffres du deuxième trimestre qui sont tombés sur la récession. Sans aucune surprise, elle est catastrophique en France, moins 13,8%, après un gros moins 5% au premier trimestre. Il y a peut-être un petit signal d'espoir, et c'est la question qu'on va se poser pendant quelques minutes, c'est la consommation. Alors là, on voit qu'elle est repartie à la hausse, ça n'est pas une surprise, mais d'une façon un peu plus importante que ce à quoi on s'attendait, plus 2,3% par rapport au mois de février. Quand on regarde la courbe d'ailleurs, elle est assez spectaculaire. On part du début de l'année, on a un décrochage qui est vertigineux, et puis ça remonte un peu plus haut que le début de l'année. Alors on est en ligne avec Louis Job, professeur émérite en sciences économiques et spécialiste en économie du tourisme. On est très heureux de vous parler, Monsieur Job, parce que précisément la question que l'on se pose, c'est est-ce que
le tourisme aujourd'hui va permettre de retrouver toute la croissance, bien sûr, mais en tout cas de la restimuler peut-être? Bonsoir messieurs, madame, bonsoir messieurs. Est-ce que le tourisme peut restimuler le tourisme est un élément parmi d'autres, hein, bien entendu. Vous avez souligné la chute de la consommation. C'est un fait que la consommation a baissé, mais il faut également souligner la forte chute des investissements et la forte chute du commerce extérieur, en particulier des exportations françaises. C'est pas très surprenant. Ce qui est plus inquiétant, c'est la chute des investissements. Pour en venir à la consommation et au tourisme, il semble effectivement que le tourisme en France redémarre. Il faut néanmoins avoir présent à l'esprit qu'il y a beaucoup moins de touristes étrangers. Donc le tourisme qui se développe, qui aujourd'hui est en France, est un tourisme essentiellement national. Je crois que les différents territoires sur le pays peuvent bénéficier de la visite des touristes, que ce soit sur les littoraux, que ce soit en montagne ou dans le rural. Une des zones qui sont un peu plus touchées, je pense, ce sont les grandes villes, et en particulier, je pense à Paris, pour les grands hôtels, les grands restaurants, la consommation de produits prestigieux qui caractérisent la France. Évidemment, nous savons tous que la demande pour ce type de produits, pour ces hôtels, pour ces restaurants, provient essentiellement des visiteurs étrangers, en particulier des Américains, des Asiatiques et des Russes. Et là, de ce côté-là, évidemment, nous déplorons forcément, évidemment, les effets de la crise sanitaire. Les Français, comme je le disais, les Français, aujourd'hui, prennent leurs vacances, et c'est tant mieux, sont présents sur les territoires, et c'est tant mieux. Il faut bien entendu, comme cela a été rappelé, qu'ils respectent les gestes barrières. Alors, je reviens sur le terrain économique. On se rassure un peu à bon compte quand on se dit c'est formidable, les Français partent en vacances en France, on va tenter de relocaliser, on va avoir une économie circulaire de plus en plus importante. On est dans un registre de fantasmagorie là, pour vous. Sans une économie mondialisée, ça ne repartira pas? C'est indispensable. Il faut qu'il y ait des échanges extérieurs. Sans échange extérieur, notre économie ne peut pas fonctionner. L'économie ne fonctionne pas elle toute seule. Les secteurs de l'économie sont interdépendants et les économies internationales sont interdépendantes. Il y a des flux de marchandises, il y a des flux de capitaux et c'est indispensable. Je soulignais aujourd'hui, par exemple, la baisse, et c'est bien connu, la baisse des affaires dans le secteur du tourisme et des restaurants, notamment dans le haut de gamme. Évidemment, on sait très bien quelle est la clientèle qui fréquente ces établissements. Donc, oui, on peut pallier les difficultés en développant le tourisme intérieur, mais il ne faut pas se cacher que les échanges internationaux sont absolument essentiels. Nos économies sont internationalisées, bien entendu. Lorsque la consommation, je voulais également souligner un point, c'est que vous avez indiqué que la consommation, et c'est vrai, l'INSEE a communiqué ces données, la consommation a un peu moins chuté que ce qui avait été prévu. Rappelez-vous, au mois de mai, on envisageait des baisses d'activité de plus de 30%. Bon, à l'arrivée, évidemment, la chute se limite à 13,8% pour le PIB et à 11% pour la consommation. Bon, c'est très important. Mais à côté de cela, il faut souligner le développement de l'épargne. Dans un premier temps, ça a été une épargne forcée, puisque les gens étaient confinés. Par la suite, c'est devenu une épargne de précaution. N'oublions pas aussi que le développement des voyages, le tourisme, les vacances, dépend aussi de l'activité, dépend de l'activité des personnes. Je veux dire par là que s'il y a du chômage, lorsqu'il y a une chute d'activité, il y a un développement du chômage, et forcément il y a des pertes de revenus, et nécessairement, évidemment, la consommation décline. Les gens veulent se protéger, ils épargnent, ça ralentit l'économie. Merci infiniment Louis Job pour cette analyse en direct. On voit bien que tout est interdépendant. Hein. Effectivement, il y a d'un côté cette récession qui est évidente, qui est franche, hein, on peut le dire, et puis de l'autre, on ne sait pas très bien comment on va retrouver le chemin de la croissance.
Oui, effectivement, il y a un 13,8% de baisse au deuxième trimestre de cette année. Mais si on voit la consommation, c'est un peu moins. La baisse de la consommation, c'est autour de 11%. En revanche, la baisse des investissements, c'est 17,5%. Et c'est la même chose pour le commerce extérieur. Après, sur la part de tourisme, évidemment, ça dépend du pays. En France, la part du tourisme dans le PIB, c'est autour de 8%. Pour d'autres pays, ça peut être catastrophique. Vous prenez la Croatie, c'est 25%. Vous prenez la Grèce, c'est 21%. Et 25% de la main-d'œuvre, en quelque sorte, de l'emploi. Donc là-dessus, évidemment, il peut y avoir un effet catastrophique. En France, en partie, on peut dire que des Français partent moins à l'étranger et du coup, on va faire un rattrapage avec le tourisme interne. Mais il ne faut pas oublier que on ne consomme pas de la même manière, même lorsqu'on est en période touristique, même si les Français partent en vacances. Autrefois, on partait 3-4 semaines en vacances. Là, on part quelques jours, une semaine, 2 à la limite. Et puis, il y a toutes ces pertes pendant la période de confinement parce que le tourisme, l'industrie touristique en France, c'est pas simplement juillet-août, c'est toute l'année. Hein. C'est l'hiver, mais la France, évidemment, a une capacité climatique, géographique qui fait que toute l'année, évidemment, il y a des entreprises qui fonctionnent dans le tourisme. Donc, je pense qu'on peut en partie compenser la crise touristique, mais je crains que les effets de cette crise sanitaire vont se traduire par une grande crise économique, notamment dans le secteur du tourisme. Et je vous vois une très forte envie de me dire un mot, mais je vais interrompre quelques secondes ce débat qu'on va reprendre juste après le journal pour ceux qui nous rejoignent. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi tout près de l'autoroute A9 entre Millau et Nîmes dans le Gard. Il a progressé, vous le voyez, sur plus de 30 hectares désormais détruits. 200 pompiers mobilisés, 4 d'entre eux ont été légèrement blessés. Une trentaine d'habitations ont dû être évacuées. Les habitants ont pu revenir en début de soirée. Un incendie, vous allez voir que les soldats du feu ont du mal à circonscrire. Malgré le vent qui n'était pas très intense. 200 pompiers également à pied d'œuvre aujourd'hui à Saint-Marcel-les-Annonais, c'est en Ardèche. Des dizaines d'hectares sont détruits. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a tenu à saluer d'un tweet le travail des pompiers, soutien à nos soldats du feu particulièrement mobilisés dans cette période. Encore ce soir à Saint-Marcel-les-Annonais, nous sommes derrière eux. Un samedi noir aujourd'hui sur les routes, fidèle à sa réputation de chassé-croisé ce week-end, à compter jusqu'à 760 km de bouchons, des balais de véhicules incessants dans les deux sens sur la 7 et sous les yeux de notre équipe, Mathieu Rochard, obligatoire. Et d'après Jean-Baptiste Djebari, ministre délégué au transport, qui était ce matin gare de Lyon, la mesure est bien respectée. Le port du masque est très bien respecté. Entre le 11 mai et le 12 juin, sur les centaines de milliers de voyageurs qui chaque jour empruntent les systèmes de transport, nous avons eu 2000 PV pour refus du port du masque et 12 000 reconduites hors des systèmes de transport. Sur plusieurs centaines de milliers de voyageurs par jour, je crois que ça vous donne un peu l'ampleur de l'adhésion et du respect du port du masque. Et c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, le masque est bien la pierre angulaire du système de protection sanitaire dans les transports, dans un moment où effectivement beaucoup de Français circulent. Et les tests sont depuis ce matin obligatoires pour les voyageurs en provenance de 16 pays dans les ports et dans les aéroports français. Une décision prise la semaine dernière par le gouvernement au regard de la situation sanitaire. Les passagers, notamment en provenance des États-Unis, du Brésil, de l'Algérie ou encore de la Turquie, ont dû se soumettre à cette procédure. Reportage à Marseille et à Roissy de Victoria David. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, d'imposer cette mesure au niveau départemental, y compris dans des lieux ouverts, en fonction de leur fréquentation. Au niveau que les très jeunes enfants, ceux de moins de 5 ans, pourraient être très porteurs du virus. Une charge virale retrouvée dans leur nez serait 10 à 100 fois plus élevée que chez les adultes. Est-ce à dire qu'ils sont très contagieux ? Vous allez l'entendre avec le professeur Cohen, qui était notre invité tout à l'heure. Pas plus que les autres, en fait. Ils ne sont pas plus contaminants. Simplement, quand ils sont contaminés, le taux de PCR est identique à celui des adultes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la même capacité à transmettre le virus pour de multiples raisons qu'on a déjà largement explorées. Ils sont plus petits, ils toussent moins fort, ils éternuent moins fort. Tout ça fait qu'ils sont, dans la réalité, les clusters à point de départ d'enfants sont dans la littérature complètement exceptionnels.
Cette étude, pour nous, ne remet absolument rien en cause. Voilà pour ce journal. Je me tourne vers vous désormais. Je voulais d'abord rebondir sur les enfants, parce que Oui. sur cette histoire d'enfants, on a lu tout et son contraire. Et à un moment donné, on a dit qu'il était imperméable à ce virus et qu'il ne pouvait pas... D'un autre côté, on a lu... Donc ça fait partie des choses angoissantes de cette époque. Alors oui, alors pour revenir sur le tourisme, oui, avec votre titre de chapitre, est-ce que le tourisme à la rescousse de l'économie, est-ce que le tourisme domestique peut compenser les manques de la clientèle internationale? Ça, c'est évidemment non. Il ne faut pas oublier que la France, dans sa structure touristique industrielle, dépend beaucoup de l'international. La France est un des pays les plus visités dans le monde. Donc si 90 millions de visites chaque année. Si cette clientèle, à cause de la fermeture des frontières, ne vient pas animer des secteurs de luxe, de l'industrie de luxe, des hôtels de luxe et tout ça, il va y avoir un manque à gagner. Et puis, est-ce que les Français qui vont se balader en France vont dépenser autant alors que nous vivons une situation, un contexte anxiogène? Il y a des plans sociaux qui arrivent, il y a du chômage en perspective. Donc tout ça, je ne crois pas que ce tourisme domestique-là va finalement être la solution à l'économie française. Émilie. Oui, et puis on n'est pas encore dans la vie économique réelle, parce qu'on est encore sous perfusion, et le tourisme notamment. Là, récemment, le gouvernement a lancé les prêts garantis par l'État spéciaux pour le tourisme, justement, les prêts garantis par l'État saison, pour renforcer encore plus les prêts possibles auprès des banques pour ces acteurs-là qui sont à la peine, en fait. Donc, on n'est pas dans la vraie vie économique, c'est pas encore ça. Et tout l'enjeu, ça va être de se passer justement de cette perfusion. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'État petit à petit va se retirer? Parce qu'il y a un moment où il va se retirer, on l'espère le plus progressivement possible, comme ça se fait sur le chômage partiel, mais ça va se faire forcément. Le seul espoir, moi je trouve, parce qu'il y a la consommation, mais il y a aussi ce dont parlait l'économiste, l'investissement, pas l'économiste mais le représentant du tourisme, il y a l'investissement. Et là j'ai entendu petit à petit que l'idée, moi qui me tient beaucoup à cœur, de flécher l'épargne, cette fameuse grosse épargne des Français vers des produits financiers sur l'économie réelle, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises, des entreprises industrielles de proximité, ça commence à faire son chemin, y compris dans le plan de relance qui va être présenté le 25 août. On commence à parler de livret A industriel, de fonds territorialisés, ou alors de déblocage de l'épargne des assurances-vie, par exemple, exceptionnelles, pour le flécher sur de la rénovation thermique, avec un taux d'intérêt qui serait plus favorable. Il y a tout ça, cette habilité pour dire aux Français, vous épargnez, mais peut-être qu'il faut flécher ça, investir dans l'économie de demain, parce que la France en a besoin en ce moment, parce qu'on va faire plus vert comme ça. Et vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui sont à côté de chez vous. Ça commence à bouger un petit peu dans la tête des différents acteurs politiques et économiques. En tout cas, vous le disiez à l'instant, c'est un secteur qui est sous perfusion. C'est d'ailleurs ce que nous disait Thibault Langsade, ancien vice-président du MEDEF et chef d'entreprise tout à l'heure, en parlant du secteur touristique. Heureusement que sur des secteurs très sinistrés, notamment sur l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie, où globalement les secteurs du tourisme, le chômage partiel va être maintenu sur une période beaucoup plus longue. Le décalage de charge va être pris en charge par l'État probablement sur des périodes allant jusqu'à 36 mois qui permettront finalement de conserver un maximum de collaborateurs. Parce que, évidemment, ce qu'il y a de plus fort pour relancer la consommation, c'est le maintien de l'emploi. Et donc, c'est un enjeu qui va animer les entreprises dans les prochains mois. Voilà, le maintien de l'emploi, même s'il s'agit de perfusion publique. Le tourisme est l'un des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire. De toute façon, comme les échanges internationaux sont de plus en plus limités, il faut voir le tourisme comme en gros une compensation par la consommation intérieure, mais on aura très peu de relais extérieurs. Là où par contre la crise du coronavirus est intéressante, c'est que ça doit nous permettre de changer de modèle. On doit changer de modèle pour faire de la France une nation d'industriels et de savants. Ce sont les nations qui réussissent. L'Allemagne, les pays asiatiques, et notamment les États-Unis, ont beaucoup d'industries, ont beaucoup de recherche en développement, et nous, ce sont les secteurs auxquels on ne s'est pas beaucoup posé de questions. On attendait le président de la République sur un grand projet de relocalisation, éventuellement la création ou la recréation d'un commissariat au plan. Bon, visiblement, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de la France
le prochain siècle et quel est son objectif, notamment en termes de politique économique. Parce que si on fait de la France uniquement, on se concentre sur la consommation et le tourisme, de toute façon, on est dans un marché européen. Les autres pays vont avoir d'autres stratégies de spécialisation et en gros, on va être ce que décrivent les pays du Nord, c'est-à-dire un pays de Club Med, de consommation et de touristes. Je sens bien que vous ne voulez plus parler du tourisme, William, mais moi, je vais vous obliger à continuer à en parler encore quelques instants parce que ce changement de modèle, il est aussi peut-être un changement de modèle touristique et ça permet aussi de découvrir un certain nombre de destinations qui sont peut-être moins prisées certaines années. On est avec Jean-Luc Calmelli, président de l'agence de développement touristique de l'Aveyron. Merci d'être en direct avec nous. Magnifique département que celui de l'Aveyron, qui n'est peut-être pas une destination touristique classique, en tout cas massive, mais cet été, vous avez davantage de monde que d'habitude. Eh bien, effectivement, je vous salue. Merci pour ce coup de projecteur que vous portez sur le département de l'Aveyron. Effectivement, cette année, nous vivons une vraie progression de la fréquentation touristique. Nous la situons actuellement, sans connaître les chiffres exacts, nous la situons autour de 15 à 20%, d'une fréquentation supérieure de 15 à 20% par rapport à l'année dernière, effectivement. Vous l'expliquez comment? C'est une envie de retrouver une nature qui est assez vierge et sauvage, comme c'est le cas dans votre département, qui n'est pas très peuplé pour le coup. Oui, effectivement, je crois que l'Aveyron correspond, mais c'est vrai également pour nos départements voisins comme la Lozère ou le Lot. Nos départements possèdent des paysages, possèdent des grands espaces, possèdent des espaces qui correspondent aux critères de choix qui sont aujourd'hui ceux des touristes de cette année après le tsunami que nous venons de vivre. C'est-à-dire que nous sommes des espaces de sérénité, de ressourcement. Et nous sommes dans un département qui possède énormément de richesses qui peuvent se découvrir d'une manière très libre au cours de séjours plus ou moins longs. Alors voilà pour la face lumineuse des choses. Maintenant, on imagine que pour les professionnels du tourisme, il y a eu aussi un grand nombre de difficultés et certains tirent la langue malgré tout. Oui, effectivement. C'est un véritable tsunami qu'ont vécu les touristes, les professionnels, tous les prestataires aveyronnais, évidemment, ont vécu un printemps catastrophique. Et effectivement, rien n'est gagné. Simplement, nous nous disons que si cette saison est réussie, et nous comptons beaucoup également sur l'arrière-saison, nous avons lancé une campagne de communication sur le thème « L'ailleurs n'est pas loin » pour tenter de réussir cette arrière-saison qui permettrait, disons, de sauver les meubles. Merci infiniment Jean-Luc Calmelli et c'est évidemment tout le mal qu'on vous souhaite et même mieux que sauver les meubles, que ce soit dans l'Aveyron ou partout ailleurs en France. On voit bien, voilà, l'image n'est pas aussi simple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui partent en France, mais ça ne compense pas vraiment malgré tout. Oui, effectivement. Après, c'est vrai que dans l'avenir, il y aura beaucoup de changements en termes de culture du tourisme. Est-ce que la logique de all-inclusive qui était jusqu'ici mise en avant avec la crise de l'aéronautique et sous fond de crise de transition écologique, est-ce que tout cela va persister ou il faut changer de modèle pour redécouvrir l'espace, le territoire, l'économie collaborative qu'il peut y avoir, les conjonctions entre les entreprises de tourisme, l'économie locale, comme un peu le font aujourd'hui les comités d'entreprise qui peuvent avoir en quelque sorte la nécessité de promouvoir le droit aux vacances des salariés. Il faut pas oublier qu'un Français sur deux ne part pas en vacances et celui qui part, le 50% de pourcentage, tout le monde ne part pas dans des entreprises touristiques, mais aussi dans la famille. Donc il faut le prendre en considération. Donc revoir le modèle du développement touristique sur fond de crise non seulement sanitaire mais écologique dans l'avenir et reconsidérer les flux des échanges. Est-ce qu'il faut relocaliser et en même temps est-ce que on va s'interdire dans l'avenir d'aller en Algérie, d'aller en Grèce, d'aller en Espagne ou plus loin. Donc il y a beaucoup de réflexions à faire sur ce point-là. Quel modèle d'industrie touristique? Parce que le modèle tel qu'il est aujourd'hui n'est pas viable. On le sait. La crise de l'aéronautique, je ne pense pas que c'est une crise conjoncturelle. Évidemment, la grande catastrophe, c'est la crise sanitaire, mais les effets vont persister pour des années, peut-être aussi pour une décennie. Le questionnement n'est pas uniquement français dans ce domaine. Il est mondial, oui. Tous les pays
notamment ceux qui dépendent exclusivement, presque exclusivement du tourisme, se posent la question. Alors, la nécessité de repenser le modèle est d'autant plus urgente, c'est que le trafic aérien, les prévisionnistes annoncent le retour à la normale dans quelques mois, voire quelques années. Ah oui. Donc, il y a la crise du secteur touristique est en train de s'installer sans problème. Peut-être il y aura, grâce aux relocalisations des industries, une relance dans un certain nombre de secteurs, mais sur le tourisme, parce que le tourisme, c'est de la confiance. Le tourisme, c'est de l'humain. Le tourisme, c'est du déplacement de l'humain. Donc, et on est vraiment en plein dans le cœur du sujet. Et donc, ce secteur du tourisme, c'est un secteur qui va probablement être sinistré pour de longs mois, voire de longues années. Avec des mentalités qui évoluent aussi dans la façon de pratiquer le tourisme. On le voit d'ailleurs sur les destinations en France, la Bretagne, des départements de montagne, l'Aveyron, comme on vient de le voir. Moi, j'ai pas l'impression qu'on va aller vers des pratiques complètement nouvelles. J'ai l'impression que, j'aimerais qu'on puisse réaliser ça pour des raisons de transition écologique, mais j'ai l'impression qu'on va avoir les deux modèles en fait parallèles. Oui. C'est-à-dire que on va toujours se permettre, parce que c'est humain d'aller découvrir des pays lointains, de voyager. Les jeunes le font de plus en plus parce que c'est plus facile. Ils ont des connexions, on parlait de Facebook et tout ça, beaucoup plus rapides. Ils vont chez les uns, chez les autres. Il y a quelque chose qui est même par rapport à moi, comme quand je voyageais jeune, qui est beaucoup plus présent. On le voit, quoi. Le rapport au monde, à l'international. Mais après, à côté de ça, il y a en effet ces pratiques-là qui se développent. On le voit là, beaucoup plus de logements individuels, pas forcément le grand hôtel avec tout, comme vous le dites, comme vous le disiez, avec la boîte de nuit, le petit déjeuner, machin, tout est compris. Peut-être plus de choisir des choses de plus grande valeur, un peu les produits du terroir. Il y a tout ça qui revient un peu. Et j'allais dire même dans la consommation, je ne sais pas si c'est durable, mais dans la consommation qu'on a eue pendant le confinement par obligation, puisqu'on a dû consommer un peu plus français, on a dû consommer près de chez soi parce que c'était dangereux d'aller dans des grands supermarchés. Donc, est-ce que c'est durable ça, ou est-ce qu'on va se reporter sur des produits importés et reprendre nos mauvaises habitudes? Moi, j'espère évidemment qu'on y réfléchisse à deux fois, mais ça va avoir des conséquences sur l'économique parce que les secteurs ne vont pas pouvoir se changer en même temps que les modes de consommation. Enfin, ça va être très long, finalement. C'est une trajectoire qu'on est en train d'entamer et qui va durer plusieurs années. William, pour clore le débat sur le tourisme. Le tourisme est le grand secteur d'excellence de la France. C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'on doive changer de modèle, parce que notre modèle, c'est un peu sur le modèle industriel allemand, c'est en fait on arrive à attirer des capitaux étrangers, notamment des richesses, c'est ce qui fait le succès notamment dans le luxe, dans la visite de notre patrimoine. Dans les palaces qui sont vidés là. Dans les grands palaces et dans les grands lieux. Moi je pense qu'en fait la question du tourisme, en fait, le premier élément, c'est que le gouvernement le mettre sous perfusion de façon conjoncturelle le temps qu'on revienne à la normale et que la crise sanitaire, le vaccin, etc. commence à arriver. Sur le point pour cet été précisément, j'ai l'impression qu'en fait ce qu'on voit, c'est que la durée notamment de longueur de voyage est en train de se réduire. En fait, globalement, quelqu'un qui venait du Nord, au lieu de partir dans le Sud, va partir en Normandie, en Bretagne. Et en fait, c'est la durée des voyages qui a plutôt été réduite. Et en fait, c'est également un point qu'on a vu aussi pendant le confinement, c'est qu'en fait, les Français sont plutôt restés sur le territoire national. Et on a appris à redécouvrir qu'il y avait certains territoires. Et notamment, en fait, je pense que du coup, en conclusion, c'est qu'il faut conserver notre modèle touristique, mais également voir certains points qu'on pourrait développer, notamment la côte ouest et la Normandie. Alors, un dernier mot. Donc, on a dit que la Covid-19 a été un coup dur pour la mondialisation. Et donc, le tourisme est une des facettes de cette mondialisation qui subit de plein fouet ce coup dur. Eh bien, on va voir pour qui la Covid-19 ou le Covid-19, on ne sait plus comment dire, n'a pas été un coup dur. Bien au contraire, j'ai nommé évidemment les GAFA. Alors, c'est drôle parce qu'il y a une image qui est assez saisissante de contraste avec les grands patrons des GAFA qui, pendant la semaine, étaient reçus devant une commission du Sénat américain. Alors, ils ne sont pas allés à Canossa, mais enfin, ils étaient en visioconférence et on ne peut pas dire qu'ils aient passé un très bon moment, notamment avec cet homme qui est le président de la sous-commission de la concurrence du Sénat américain. Écoutez la conclusion de cet homme politique. Beaucoup de pratiques utilisées par ces entreprises ont des effets économiques néfastes. Elles découragent l'entrepreneuriat, détruisent des emplois, augmentent les coûts et dégradent la qualité. En clair, elles ont trop de pouvoir. Elles ont trop de pouvoir. Alors seulement le lendemain de cette audition au Sénat, on apprenait en gros
les chiffres d'affaires du deuxième trimestre pour les GAFA. Et alors regardez, c'est absolument vertigineux parce que, par exemple, on apprend que les GAFA ont une capitalisation boursière de 4 900 milliards de dollars. 4 900 milliards de dollars, pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent peu ou prou du PIB du Japon. Et les chiffres d'affaires cumulés des GAFA par rapport au deuxième trimestre de 2019, c'est plus 45%. Bref, les GAFA, eux, ne connaissent pas du tout la crise. Oui, et surtout, quand on rajoute à ce tableau rose qu'ils échappent à l'impôt en Europe. Il y a eu récemment la Cour... Un des grands débats, bien sûr. La Cour européenne qui a libéré Apple de 13 milliards de dollars. Donc c'est un cadeau. Non, moi je me dis que quand on en est à acheter du sel et du poivre sur Amazon, c'est de plus en plus le cas, effectivement. Ça vous donne une idée sur d'abord les habitudes de consommation et puis la puissance de ces sociétés qui sont capables de remplacer le commerce de proximité, de tuer les grandes surfaces et de vous livrer jusqu'à là où vous êtes, ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour ce qui est des autres GAFA qui sont beaucoup plus sur le réseau social, sur le ludique et tout ça, le confinement leur a donné une rampe de lancement pour vraiment à faire des affaires florissantes. On a Netflix, Facebook, Twitter, YouTube et tout ça. Tout ça, c'est le confinement. Ils sont confinement compatibles. Ils ont su profiter. Il y a des entreprises qui ont perdu. Ces entreprises-là ont été beaucoup plus malignes pour profiter de cette crise. C'est les profiteurs de la crise. Oui, pas forcément dans le mauvais sens du terme d'ailleurs. Michel Vacaloulis, est-ce qu'ils sont la cause ou la conséquence d'un changement de société, ces GAFA ? C'est le vecteur d'abord, et en même temps, ils en profitent, y compris pour neutraliser de manière préventive les éventuels concurrents, à travers des produits, à travers des stratégies d'achat, de start-up, etc. Et là, on assiste à une énorme concentration capitalistique. Et peut-être aussi, c'est le moment de faire jouer des armes, comme autrefois les États-Unis à la fin du 19e siècle, et même dans la première partie du 20e siècle, il y a eu contre l'acier, par exemple, toute une série de mesures pour casser un peu le monopole. On est face, pour l'économie dématérialisée... À l'échelle mondiale, c'est... Parce que tout le monde en parle de ça. Ah oui, tout le monde en parle. Les taxes, GAFA... On en a parlé en début d'émission, c'est ce qu'a fait la Chine contre les entreprises américaines. Ils ont interdit en fait l'accès au marché chinois des entreprises américaines. C'est le seul moyen qui nous... On a trois moyens. La fiscalité, de toute façon, comme les activités sont numériques, ils peuvent délocaliser leurs profits. Le deuxième, c'est l'accès au marché intérieur. On a un marché européen, donc globalement, on peut réglementer et interdire l'accès aux GAFA des marchés européens. Et le troisième, c'est l'antitrust, et c'est notamment la question de la concurrence. Normalement, des entreprises comme Google, Apple, Facebook et Amazon, normalement, devraient être cassées par l'État américain, ou à minima cassés par la Commission européenne. Le problème, c'est que les États-Unis sont face à un dilemme, en fait. Et nous aussi, on est face à un dilemme. Enfin, mais plus eux. C'est-à-dire que globalement, ils assoient leur domination mondiale grâce à ces entreprises, mais en même temps, ces entreprises dominent tellement qu'elles éliminent toute l'innovation. Trop de pouvoir, c'est ce qu'ils disaient tout à l'heure. C'est le dilemme qu'ils doivent trancher, notamment, c'est la question qu'ils ont eue lors des primaires démocrates aux États-Unis. Alors, on vous laisse finir parce qu'on vous a interrompu pour une longue digression. Des lois antitrust. Le problème, c'est un problème politique. À un moment, on doit trancher. On vient de dire quelles sont les trois solutions. Mais je pense que, d'abord, c'est une nouvelle économie. Ça existe depuis combien 20 ans, en quelque sorte. Et puis, c'est seulement une régulation mondiale d'ordre politique qui peut déconstruire et casser ce monopole sur l'économie de l'immatériel, l'économie dématérialisée. Sinon, on va assister évidemment à des explosions mondiales. Ça crée des inégalités, ça tue l'innovation, ça pratique l'optimisation fiscale, et puis la société civile mondiale, je ne sais pas si ça existe, mais il y a de temps en temps des mouvements sociaux, des formes de contestation. À un moment donné, dans leur conjonction, dans la capacité de peser sur les politiques, et la politique, qu'on le veuille ou non, c'est la politique nationale, peser sur des gouvernements qui c'est le seul guichet accessible à la pression populaire. Donc je pense qu'à travers une vraie politisation de la société, il faut arriver à casser ce monopole de quelques grandes sociétés sur la maîtrise de l'économie numérique.
Émilie. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ces entreprises, elles sont dans nos vies et ça va pas disparaître en 5 minutes. Et moi, ça me faisait doucement rigoler quand on voit des intervenants qui disent non, mais moi, Amazon, jamais, c'est les gros méchants. Mais je le prends quand même pour acheter certains livres qui ne sont plus édités dans les librairies près de chez moi. C'est juste une parenthèse, une entreprise peut disparaître. On a vu les cas de MySpace, etc. Donc c'est pas forcément Facebook, Amazon, etc. On n'est pas obligé de vivre avec eux. C'est nous qui décidons si on veut vivre avec eux. En l'occurrence, il y a des entreprises qui ont disparu. Non, mais en l'occurrence, depuis quelques années, ils sont quand même très présents. Ils se développent de plus en plus. Bien sûr qu'ils peuvent disparaître, mais là, en gros, vu les chiffres annoncés, ça paraît loin la disparition. Mais je pense qu'en effet, on peut pas faire sans. Enfin, c'est comme si, voilà, on est lancé dans des modes de consommation. Vous l'avez dit, le sel et le poivre. Maintenant, on l'achète sur Amazon. Des vêtements de plus en plus. Ils développent au fur et à mesure tout ce qui est possible. On va pouvoir l'acheter en dématérialisé comme ça. Donc, c'est une partie du progrès, c'est aussi défavorable au commerce de proximité. C'est les deux, ça a vraiment le sens positif et le sens négatif. Mais en tout cas, c'est là. Et moi, je suis d'accord avec vous sur le plan politique, mais c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne qui ne s'est pas réveillée, parce que quand la France a dit taxe GAFA européenne, ils ont dit non, surtout pas. Nous, on l'a fait beaucoup plus légèrement que ce qu'on pouvait, à 3% du chiffre d'affaires. Mais on le fait, et c'est symbolique, et c'est très bien. Et là, tout d'un coup, avec la crise de la Covid, l'Europe dit « Ah bah oui, peut-être que finalement, on va retravailler sur cette taxe GAFA, parce que c'est ensemble qu'on pourra, pas combattre, mais en tout cas, jouer à armes égales avec ces géants, les casser un petit peu pour que ça soit des entreprises raisonnables, qui puissent continuer à perdurer, à faire de l'argent, mais qui ne confisquent pas la concurrence à d'autres entreprises. Si on le fait tout seul, les Français... on tiendra pas longtemps. Enfin, je pense que c'est des économistes qui peuvent plus dire, mais on n'est pas capable. On le voit même sur les taxes pour les surfaces commerciales. On n'arrive pas à les faire payer. On sait bien que c'est pas normal. Ils sont sur le territoire français. Un pauvre commerce va payer des taxes en faisant un pauvre chiffre d'affaires, et eux, ils vont être allégés de cette taxe. On voit bien qu'on n'a pas les armes politiquement pour faire juste avec un pays. Pour conclure sur ce sujet. C'est vrai que les GAFA vivent une situation contradictoire aux États-Unis. Donald Trump les déteste. Il n'a qu'un seul rêve, c'est de les démanteler, c'est de les casser. Mais d'un autre côté, il ne peut pas le faire parce que ce sont ses propres instruments de pouvoir. C'est avec ça que l'Amérique domine le monde. Donc on est dans cette contradiction. Par rapport à la taxe GAFA que, par exemple, un ministre comme Bruno Le Maire avait portée, mais ça nécessite une vraie vision européenne, un vrai projet européen, qu'il n'y ait pas de contradiction, qu'il n'y ait pas de message mixte adressé à l'administration américaine, parce qu'on avait un message français, un message allemand, un message italien adressé à l'Amérique sur ces questions-là, de telle manière que la France est apparue comme le seul chevalier qui voulait absolument batailler contre ces GAFA. Il n'y a pas que ça. L'OCDE est en train de travailler sur une refonte de l'imposition. En fait, ce qui se passe, c'est que globalement, l'imposition est territoriale, c'est-à-dire qu'on paie l'impôt là où est-ce qu'on produit de la richesse. Le problème de ces GAFA, c'est qu'ils ont provoqué une mutation de l'économie mondiale. Donc globalement, c'est où est-ce qu'est produit la richesse. Et là, sur ce travail l'OCDE, c'est qu'il prévoit de refondre la fiscalité internationale, et c'est pour ça que la taxe GAFA au niveau européen a été suspendue, le temps de se mettre d'accord avec les États-Unis pour une refonte de l'impôt mondial. Ensuite, sur les GAFA, moi je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les GAFA, on peut se faire marcher dessus comme ça. Si globalement le pouvoir politique dit... Bon, le problème, c'est que la concurrence, en fait, c'est une compétence qui est décentralisée, qui est transférée à l'Union européenne. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Mais la concurrence, normalement, s'ils appliquaient strictement les règles, pourquoi est-ce que Alstom et Bombardier se font attaquer plus durement que Google, Facebook et Amazon ? Ils n'ont plus qu'à convoquer les types et dire en gros, et c'est ce qu'on a fait avec Microsoft au début des années 2000, votre politique est contraire aux lois de concurrence, donc soit vous changez de politique, soit on vous démantèle. Et puis de toute façon, notre marché intérieur est tel que vous avez besoin de nous pour avoir de la croissance extérieure. Oui, mais au niveau européen, il faut que ça se fasse au niveau européen. Si l'Europe n'est pas capable de combattre des entreprises, se posera la question de l'utilité de l'Europe. Si je me fais l'avocat du diable, ce sont aussi des entreprises qui créent des emplois dans tous les pays dans lesquels elles sont, et en France aussi. Oui, mais je ne suis pas sûr que le solde soit positif pour les entreprises françaises. Est-ce qu'une création quand Amazon vient, est-ce que peut-être, admettons, ils créent 2000 ou 3000 emplois dans leur usine, mais combien d'emplois ils détruisent au niveau français, au niveau des commerces de proximité, au niveau de la vitalité de nos centres-villes, notamment dans les territoires ruraux? Il y a toutes ces questions-là qui se posent aujourd'hui, notamment les maires avec cette question-là, notamment lors des élections municipales. C'est la question de la vitalité des centres-villes dans les métropoles, notamment comme Dijon, etc. Les cœurs de ville, comme on dit. Tout à fait. Aujourd'hui, je ne pense pas que les GAFA, certes, peut-être ils ont provoqué une sorte de mutation,
je ne suis pas sûr que pour les Français et pour les Européens, ce soit une grande avancée. Donc se posera la question, comme la Chine l'a fait au début des années 2000, de créer nos propres services pour faire de l'Europe un acteur stratégique. Et pour ça, il y a encore les 3 éléments. On peut leur fermer leur marché intérieur. Il suffit de convoquer ces types-là et leur dire écoutez, c'est terminé pour vous. D'un autre côté, il faut rappeler... Ça semble facile à vous entendre, William. Si la France veut interdire à Facebook d'être utilisé en France, on a tout le droit de le faire. Ouais. Juste rappeler, alors pour reparler du Covid, de la Covid, l'application Stop Covid, elle a montré ses limites et elle n'a pas été si efficace parce que entre guillemets, les GAFA ne l'ont pas adoptée. Ou alors le gouvernement français n'a pas autorisé Apple, par exemple, à être partenaire de cette application, ce qui fait que là, on a une application qui est censée aider à lutter contre cette pandémie, mais qui montre les limites de son efficacité. Alors, la transition est toute trouvée, puisque dans les minutes qui nous restent, on va aborder la question de la course au vaccin, qui ne vous a pas échappé, évidemment. On va regarder d'ailleurs, parce que c'est intéressant, ça rejoint un petit peu ces grandes données géostratégiques mondiales. Et vous allez voir d'ailleurs dans l'infographie qui suit où en sont les principaux laboratoires, avec peut-être certains noms que vous découvrez. La phase 3, la dernière phase, qui vient de commencer notamment pour un laboratoire dont on parle beaucoup, Moderna, qui est installé aux États-Unis. Mais vous voyez qu'il y a également 2 laboratoires britanniques, 2 laboratoires chinois, bien sûr. On ne sait pas vraiment si BioNTech et Pfizer sont entrés en phase 3. Ça, c'est allemand. Et voilà. Et puis, évidemment, la question se pose également pour Sanofi, dont on apprend que Sanofi, l'entreprise française, va bénéficier d'une précommande de 300 millions de doses par l'Union européenne, 100 millions de doses également par les États-Unis, 60 millions par la Grande-Bretagne. Bref, c'est évidemment un enjeu économique absolument majeur avec, on le verra dans un instant, des courbes en bourse qui dépendent beaucoup des annonces, alors que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Un enjeu tellement majeur et tellement important, tellement vital que les Britanniques récemment avaient accusé expressément les Russes d'avoir essayé de leur voler le résultat de leurs recherches. Donc là, on est dans une vraie guerre commerciale, dans une course au vaccin, parce que celui qui va être le premier à élaborer le premier vaccin, il gagnera le jackpot et il va avoir le monopole de tout ça. Donc là, on est dans une autre guerre, dans une autre phase de la guerre et de la compétition économique internationale. Qui est mondiale, et d'ailleurs vous parlez des Russes, ils annoncent qu'ils vont commencer, qu'ils sont allés plus vite que tout le monde. On croirait quasiment que c'est l'accès à l'espace ou à la Lune. Et ils vont commencer à vacciner en octobre. Alors d'abord, je crois, les enseignants et les médecins qui seront vaccinés en premier, ce qui permet d'apprendre qu'ils ont donc un vaccin qu'ils estiment parfaitement fiable, puisqu'ils l'annoncent pour le mois d'octobre. Michel, grande bataille mondiale, là, effectivement, sur le vaccin. Oui, effectivement, il y a des dizaines de laboratoires et des milliards qui sont mobilisés en vue de produire un vaccin. Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que le vaccin sera efficace? Quelle sera son efficacité? Et du coup, ça aussi, ça participe d'une concurrence géopolitique pour la répartition des cartes. Celui qui, évidemment, va le premier, entre guillemets, dégainer pour trouver ce vaccin, il y a un effet d'aubaine, il y a un effet économique, et peut-être pour le pays qui aura cette capacité-là, au niveau scientifique, au niveau de son économie, ça sera évidemment un grand atout. Après, on peut considérer qu'il y aura plusieurs vaccins, où on peut avoir la coïncidence... Ce que beaucoup de médecins pensent, effectivement. Voilà, c'est ça. Pas seulement un vaccin unique, c'est-à-dire quelqu'un qui invente un vaccin et puis tout le reste reste immobile. Hein. Donc, c'est un moment très paradoxal. Il n'y a aucune certitude sur le moment, sur l'efficacité, sur la durée de l'efficacité autant que telle. Si on est vacciné, un peu comme la grippe, est-ce que dans quelques mois on peut retomber malade? Il y a une incertitude et cette incertitude participe au fait que, y compris la connaissance de maladies aujourd'hui,
est très très imparfaite. Tout à l'heure, on discutait sur le potentiel de contamination des petits-enfants. Enfin, des petits-enfants de combien d'années? De moins de 3 ans? Parce que dans des études scientifiques, ils font des distinctions, moins de 5 ans. C'est moins de 5 ans, en l'occurrence. Moins de 5 ans, voilà. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. On apprend tous les jours des choses. Parfois, on a des informations contradictoires. Et pour les non-spécialistes, c'est très difficile de trancher. De toute manière, c'est une bataille à la fois en termes des idées, on dirait de communication extraordinaire au niveau planétaire. Demain, peut-être, on fera des thèses sur la communication pendant la crise sanitaire. Une bataille économique, une bataille scientifique, bien entendu, une bataille au niveau des continents géopolitiques pour la nouvelle hégémonie qui conjugue à la fois la santé, l'économie et le social. Et qui a une conséquence tangible, hein, c'est les cours en bourse, puisque on en a pris 2, pas au hasard, il s'agit de 2 sociétés dont on parle beaucoup. Moderna, d'abord, cette fameuse société américaine. Regardez un petit peu l'évolution de son cours en bourse. 13 mars 2020, 21 $, 31 juillet 2020, 74 $. Donc c'est multiplié par 3,5. Et puis bon, Sanofi, qui évidemment est une entreprise de bien plus grande taille, on passe de 73 à 88 €. C'est quand même 20% de plus. C'est important sur des entreprises comme celle-là. Et c'est de la communication, effectivement. Oui, là, on est purement dans de la communication financière. Plus de personnes, plus de pays commandent les produits, plus on assure qu'on va sortir le produit plus tôt. Alors, les Russes, c'est vraiment exceptionnel parce qu'ils sont tellement... Enfin, là, on a l'impression d'une promesse qui n'est pas vendable, quoi, parce qu'ils disent pour très rapidement, ça questionne presque. Mais oui, c'est de la communication financière qui fait monter les chiffres. Et on voit bien cette géopolitique commerciale qui s'installe avec les États-Unis et la Chine, et nous, un petit peu derrière, les Britanniques qui se positionnent quand même. Ça, c'est nouveau aussi. Je trouve qu'on voit les Britanniques revenir aussi, maintenant que le Brexit est presque une histoire d'hier, revenir un petit peu sur la géopolitique commerciale. Mais moi, j'ai envie de faire un zoom aussi sur la France, parce qu'une fois qu'on aura ce vaccin, tout n'est pas gagné. Les Russes disent, on va vacciner en priorité les enseignants, les professeurs. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on pourrait se dépêcher d'avoir une stratégie de vaccination, parce que si on refait la même chose que pour les masques ou pour les tests, on va encore avoir des difficultés. Qui on vaccine en premier? Comment on fait pour vacciner vite, rapidement, pour que ça soit efficace? Et puis, il y a autre chose, c'est socialement, les gens ne veulent pas être vaccinés, d'autant plus que le vaccin va être rapidement élaboré. Bien sûr. Un Français sur 3 n'a pas envie d'avoir ce vaccin-là. Globalement, il y a des doutes en France pour la vaccination. Comment on fait pour avoir une communication qui rassure, qui est pédagogique, qui est un petit peu, pas inquiétante, mais qui dit... Si on ne se protège pas collectivement, on va repartir là-dedans. Je pense que tout ça, ça s'anticipe. Et même si on a quelques mois devant nous, ils ne seront pas de trop pour travailler sur tout ça. Eh bien, posons la question, tiens, puisque nous avons une grande professionnelle en ligne, Agnès Ricard-Ribon, présidente de la Société française de médecine d'urgence et directrice du SAMU du Val d'Oise. Vous venez d'entendre, alors oubliez nos débats d'apothicaires sur l'argent, les cours de l'action. Revenons à l'essence même de ce vaccin. Comment... Je reviens sur ce que Émilie dit à l'instant. Comment va-t-on élaborer une stratégie vaccinale, par exemple ? Alors, on a beaucoup d'espoir sur les vaccins, mais il ne faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ces vaccins et que avant de parler des vaccins, il faut d'abord savoir ce qui marche. Et ce qui marche, avant tout, c'est quand même les mesures de prévention et les masques. Alors après, sur la stratégie vaccinale, on peut se reposer sur ce qui a été fait antérieurement, mais surtout, ce qui, comme le disait très bien votre experte en communication, la méthode pédagogique va être essentielle pour faire accepter. Ça ne marchera la vaccination que s'il y a une adhésion de la population à la vaccination dans un intérêt bien sûr individuel, mais surtout dans un intérêt collectif. Donc là-dessus, il va falloir se reposer bien sûr sur l'ensemble des soignants et déterminer effectivement les publics prioritaires qui vont être beaucoup comme pour la grippe, les personnes fragiles, mais également les personnes qui sont à potentiel de contamination, c'est-à-dire tous ceux qui sont en contact avec un nombre important de personnes. Donc tout ça, effectivement, se travaille en amont, mais vous parliez tout à l'heure de bataille économique.
économique. Nous, la bataille sanitaire, elle n'est pas du tout gagnée. À l'heure actuelle, on a quand même des indicateurs faibles de reprise de l'épidémie qui sont préoccupants et qui nécessitent le vaccin. Ce ne sera pas avant 2021. Là, on a vraiment besoin de contrôler l'épidémie dès maintenant, et la communication aujourd'hui, elle est prioritaire sur les mesures barrières qui sont les seules aujourd'hui à avoir démontré leur efficacité. Et je reviens sur cette défiance des Français vis-à-vis du vaccin. Alors, je crois qu'on est les champions du monde, d'ailleurs, parce qu'on a un niveau de défiance qui est aux alentours de 30%. Si demain, le vaccin arrive et que 30% de Français ne souhaitent pas se faire vacciner, on fait quoi? Est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire, par exemple? Je ne crois pas à des mesures coercitives en santé, je crois plus aux méthodes pédagogiques qu'on a jusqu'à présent, pas forcément assez bien communiquées sur les avantages, inconvénients, les bénéfices-risques. Et c'est vrai que lorsque on montre vraiment les impacts personnels qu'il peut y avoir à l'absence de vaccination, on a la capacité encore de pouvoir justement améliorer cette adhésion à la vaccination. Alors, je reviens sur les signaux faibles dont vous parliez à l'instant pour ne pas rester que sur cette question du vaccin. Comment vous l'expliquez, vous, et est-ce que vous le constatez au SAMU du Val d'Oise? Parce qu'on a l'impression, malgré tout, que le nombre d'entrées en réanimation n'est pas spectaculaire. Alors, le nombre d'appels commence à augmenter. Il y a des signaux faibles d'augmentation des appels. Il y a 2 indicateurs qu'on regarde de façon très appuyée, ce sont les appels pour Covid suspect et les transferts vers l'hôpital pour Covid suspect. À l'heure actuelle, ce sont surtout les appels, mais pas tellement les transports. On sait que ces 2 indicateurs, quand ils montent, l'hôpital va être touché dans les 10 à 15 jours qui suivent. Pour l'instant, les appels sont plutôt des patients qui n'ont pas de signe de gravité, qui ne relèvent pas du plateau technique de l'hôpital et qui peuvent être gérés en ville. Donc plutôt des formes qui sont peu graves, avec une moyenne d'âge un peu plus faible. C'est vrai que pour le moment, on recommence quand même à avoir des nouveaux cas en réanimation, ce qu'on n'avait pas vu depuis les effets du confinement. Donc ces signaux faibles sont à prendre avec beaucoup d'attention. Mais nous, ce que l'on craint, c'est de voir le scénario de ce qui s'est passé en février, c'est-à-dire une progression à bas bruit qui se voit pas trop et qui ensuite aboutit aux formes graves. Donc c'est vraiment maintenant qu'il est très important, parce que c'est encore possible de repérer les chaînes de contamination et de les contrôler, qu'il faut cette vigilance accrue sur les mesures barrières, et en particulier les distances, les masques et l'hygiène des mains. Merci beaucoup pour votre témoignage, Agnès Ricard-Ibon, et on vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. On imagine que vous avez beaucoup de travail en ce moment. C'est intéressant ce qui vient d'être dit, parce que c'est au moment, dans le fond, où on est à bas bruit, pour reprendre cette expression, qu'il faut vraiment faire attention. C'est maintenant que ça se passe, c'est ça qu'on entend. Oui, et ça c'est l'avis d'une spécialiste. Moi, je voudrais rebondir sur le vaccin et est-ce qu'il y aura une adhésion des Français à ce vaccin? Parce qu'il ne faut pas oublier que... Moi, j'ai l'impression que les gens ont tendance à comparer le vaccin anti-grippe que beaucoup refusent parce qu'ils se disent que ça ne sert strictement à rien et que je dois compter sur mon immunité personnelle pour lutter contre la grippe plutôt que de mettre du vaccin dans mes veines. Je crois qu'il faut prendre en considération qu'on vient de vivre une épreuve extrêmement cauchemardesque pour tout le monde. Et ça peut désarmer beaucoup de monde. Ça peut pousser beaucoup de monde à adhérer davantage à un vaccin, s'il est prouvé qu'il est efficace. Parce que là aussi, le grand enjeu, c'est pas avoir le vaccin. Il faut que ça prouve que, 1, que c'est efficace, 2, qu'il n'y a pas de dommages collatéraux, qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Et donc, il y a c'est le grand risque, là, en ce moment. Et tous les laboratoires le disent. Ils ne peuvent pas se rater. S'il y a le moindre problème... C'est pour ça qu'avoir un vaccin en octobre, ça paraît quand même sacrément audacieux. Aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes sur la Covid-19 que ça me semble... assez aventureux d'avoir un vaccin avant un an et demi. Donc pour moi, l'objectif est certes ce serait très bien pour nous si Sanofi trouvait le vaccin avant tout le monde. Mais je pense que l'objectif, c'est plutôt d'avoir un vaccin efficace que d'avoir un vaccin rapidement pour pouvoir le vendre, d'autant plus que l'objectif, c'est quand même d'immuniser la population et le rapport
coût-bénéfice cherche plutôt à privilégier le sanitaire sur ce domaine-là plutôt que l'économique. Et on rappelle que généralement, un vaccin, c'est 10-15 ans pour l'élaborer, quand on l'élabore, puisque le sida, on a cherché un vaccin pendant de très nombreuses années sans jamais réussir à le trouver. Oui, moi je voulais revenir sur la vigilance. Moi je trouve qu'elle a très très bien expliqué, ce médecin, qu'on est en phase... On s'est plus fait de soucis à un moment. Au mois de juin, je crois qu'on a voulu tous penser que le virus c'était fini, qu'on était libre, parce qu'on avait vécu en effet des mois assez difficiles, qu'on savait que l'économie, il fallait qu'elle reprenne. Et là, tout d'un coup, on sent quelque chose qui frémit. Et je trouvais que ces paroles étaient intéressantes, parce qu'elle dit, attention, c'est ce qu'on a vécu un peu en février, et si ça augmente, si on ne fait pas attention, ça va être explosif à la rentrée. Et ça, on le sent bien, mais il y a... Voilà, c'est les paroles des médecins qui commencent à le redire pour nous pousser à faire les gestes barrières, à faire attention partout où on est, restaurant, plage. Et je pense que c'est incontournable parce qu'on n'a pas envie de revivre ça. C'était quand même très... Même au-delà de la situation économique, on n'en parle pas beaucoup, mais sur le plan psychologique, les vacances, on l'a dit, il y en a beaucoup qui vont réduire la vacance parce qu'ils se disent, si on fait du business, on fait du business en août, ça sera toujours ça de rattraper. On va arriver en septembre, des gens fatigués, démoralisés, psychologiquement affaiblis, économiquement affaibli. Si on a cette vague-là à ce moment-là, ça va être très 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 compliqué. Michel Bacaloïs. Oui, c'est vrai, l'épreuve du confinement était terrible quand même, sur le plan de la convivialité, sur le plan relationnel, sur le plan psychologique, sans trop psychologiser un peu le vécu des Français en tant que tel. Et c'est normal, après la fin du confinement, une tendance au relâchement. Et en même temps, on sait très bien que le virus est là. Il circule, sa progression est en clandestinité. Et puis, à un moment donné, cette progression quantitative va dépasser un seuil. Et là, c'est le saut qualitatif, donc ça peut donner la deuxième vague. D'où la nécessité de ne pas baisser en termes de vigilance, de respecter les mesures barrières, tout en sachant qu'un vaccin n'est pas pour demain. Ça peut être dans un an, dans le meilleur des cas. Et là encore, il y a l'épreuve. Après, sur l'adhésion des Français au vaccin ou pas, il faut distinguer, à mon avis, une sorte d'objection de principe et puis une sorte d'objection à la carte. C'est-à-dire, je ne prends pas le vaccin de la grippe parce que je fais confiance à mon immunité personnelle en tant que telle. Et après, même si les 2/3 des personnes sont vaccinées, je pense que quelque part, je ne suis pas spécialiste, mais je suppose il y a une interruption de la chaîne de contamination. Et déjà, ça sera un grand acquis de pouvoir vacciner 2/3 de la population. Oui, effectivement. Alors, est-ce que les Français, et ce sera ma dernière question en quelques secondes, écoutent encore les médecins ? C'est ça la question aussi. Oui, je pense que les Français écoutent les médecins. Et puis, il faut aussi les alerter sur un point. C'est que l'accumulation des facteurs laisse possible une deuxième vague. Le fait qu'on soit en période estivale, donc il y a beaucoup de mobilité entre les départements, les régions, au niveau de la population. Le fait qu'on a eu un relâchement des gestes barrières. Le fait qu'on arrive aussi à une montée de l'épidémie. Tous ces facteurs-là laissent penser que si les Français ne font pas attention, on sera de nouveau confinés en octobre, parce que pour l'instant, au niveau des tests et des lits de réanimation, on n'est pas encore en capacité de pouvoir tenir sans reconfiner, au moins partiellement. Ne parlez pas de malheur. Merci infiniment à tous les quatre pour ces 2 heures passées ensemble. Restez sur LCI, l'information continue. Bonne nuit à tous.